Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo dans laquelle nous allons revenir sur un débat qui a eu lieu entre Michel Onfray et Gérard Miller sur le plateau du Grand Journal de Canal+, à propos du livre de Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne, un livre dans lequel il se propose de déboulonner le dieu de la psychanalyse Freud. Freud qui se voit proposer comme avocat du jour Gérard Miller, icône médiatique, en tout cas à une époque, et psychanalyste lui-même. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est on va analyser, sur la base de ce que nous enseigne le comportementalisme et le langage non verbal, les postures, les gestes, les mimiques, et tout ce qui traverse le corps de Gérard Miller pendant qu'il s'entretient avec Michel Onfray. Le premier élément qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la position du corps de Gérard Miller. On peut le constater particulièrement sur ce plan, il n'est pas du tout à la verticale, il est complètement penché sur le côté au point qu'il est obligé de s'appuyer sur son coude, sinon il tomberait de sa chaise, tellement il se penche. Ça c'est intéressant en termes de communication non verbale et en termes de comportementalisme, parce que ça veut dire quelque chose. En l'occurrence, ça veut dire ceci. On a identifié trois réactions, en l'occurrence de l'être humain, mais ça vaut aussi pour les animaux. Trois réactions face à un danger. La première réaction, c'est d'affronter le danger. La deuxième réaction, c'est de le fuir. Et la troisième réaction, qui a été théorisée un peu plus tard, dont on s'est rendu compte un peu plus tard qu'elle avait une vraie valeur scientifique, c'est de se figer sur place. Et ça, vous pouvez le constater vous-même. Si par exemple vous rentrez chez vous dans une pièce et que vous tombez nez avec une araignée, par exemple, vous allez parfois être complètement figé parce que la peur tétanise. Là, en l'occurrence, Gérard Miller se recule. C'est une variante de la fuite. Il ne peut pas fuir physiquement, il ne peut pas prendre ses jambes à son cou et quitter le plateau, évidemment. Ça ne ferait pas très bonne figure. Mais il peut, en la présence d'un danger, se reculer. S'il n'a pas identifié Onfray comme étant un danger pour lui, pourquoi est-ce qu'il se recule comme ça? A priori, s'il se recule comme ça, c'est qu'il a identifié Onfray comme étant un danger. Ça veut dire qu'il est dans une logique oppositionnelle. Il n'est pas du tout dans une logique de débat serein, parce que quand vous discutez sereinement avec quelqu'un, que vous échangez des idées, ou que vous parlez de la pluie et du beau temps, vous n'êtes généralement pas en train de vous pencher dans le sens opposé à votre interlocuteur. Ça n'a aucun sens. Quand on le fait, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi Michel Onfray terrorise à ce point-là Gérard Miller? Ou on peut poser la question à l'inverse. Pourquoi Gérard Miller est à ce point terrorisé par Michel Onfray? S'il envisageait Michel Onfray comme étant un interlocuteur, tout ce qui est de plus banal, il n'aurait pas cette réaction de défense. S'il a une réaction de défense, c'est qu'il a identifié Onfray comme étant un danger. Il ne faut pas perdre de vue que la fuite, c'est une décision consciente face à un danger. Nous sommes face à un danger, nous l'identifions comme étant un danger. Par exemple, vous rencontrez un prédateur, vous êtes dans la jungle, vous rencontrez un prédateur, bon, je ne sais pas ce que vous faites dans la jungle, mais en l'occurrence vous y êtes, ou alors vous êtes dans la rue, et vous rencontrez un agresseur. Vous décidez consciemment de fuir, c'est-à-dire de courir dans le sens opposé. Ça, c'est une décision consciente. Le fait de se reculer, comme le fait Gérard Miller dans cet extrait, c'est un réflexe qui, lui, est beaucoup plus subconscient. Il ne décide pas en conscience, il ne se dit pas, bon, j'ai identifié Michel Onfray comme étant un ennemi, une source de danger pour moi, je vais me reculer pour me préserver de lui, pour me soustraire de sa sphère d'influence, pour préserver mon espace vital, pour ne plus qu'il soit dans mon espace vital, soit aussi proche de mon espace vital. Il ne le fait pas consciemment, il le fait inconsciemment, c'est un mot qui devrait plaire à Gérard Miller, moi je dis qu'il le fait subconsciemment. Un autre élément très intéressant dans la gestuelle de Gérard Miller, c'est la façon qu'il a, on le voit très bien sur ce plan, de reculer la tête, c'est-à-dire qu'il penche la tête en arrière, ce qui lui permet de modifier son axe de vision. Pourquoi il fait ça? On peut se poser la question. Est-ce que vous vous souvenez, selon l'âge que vous avez, sinon ce sont vos parents ou vos grands-parents qui vous le confirmeront, qu'à une époque, dans toutes les écoles, le maître ou la maîtresse s'était installé, son bureau était installé sur une estrade, ce qui lui permettait d'être en position de supériorité par rapport à ses interlocuteurs qui, d'un point de vue hiérarchique, étaient des subalternes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand vous passez un entretien d'embauche, très souvent, dans des grands groupes notamment, vous discutez avec le directeur des ressources humaines, le recruteur, qui est installé sur un siège qui est plus haut que le vôtre. Ça se voit beaucoup, parce que le fait d'être en position haute par rapport à un interlocuteur, ça vous donne
Ça vous donne une ascendance. Ça vous donne une ascendance, une supériorité par rapport à lui. Ici, Michel Onfray est plus grand physiquement que Gérard Miller. En position assise, ça se vérifie. Donc Gérard Miller est bien embêté. S'il veut le regarder de haut, il ne peut pas. Par contre, en penchant la tête, il modifie son axe de vision et Michel Onfray apparaît dans son champ de vision plus bas qu'il ne l'est réellement, ce qui permet ensuite à Gérard Miller de le regarder de haut. On peut se demander maintenant pourquoi Gérard Miller a besoin de faire ça. Il y a deux façons au moins d'interpréter l'attitude de Gérard Miller dans ce penchement de tête. Les deux ne lui sont pas favorables. Premièrement, soit il le fait subconsciemment, il ne se rend pas compte qu'il le fait, ce qui confirmerait qu'il se sent vraiment en position de faiblesse par rapport à son interlocuteur et qu'il cherche des moyens, son corps, son esprit cherche des moyens de contrebalancer, soit il le fait consciemment, c'est-à-dire qu'il est dans une logique visant à intimider son adversaire. Parce que regarder quelqu'un de haut, c'est lui donner l'impression que l'on domine l'environnement, que l'on maîtrise les éléments, que l'on maîtrise la discussion et par conséquent que l'on maîtrise son interlocuteur. Même si c'est faux, le lui faire croire, ça peut des fois suffire à déstabiliser son interlocuteur. Les mains de Gérard Miller, ses bras, ses avant-bras, la façon qu'il a de les placer, ça s'inscrit dans un processus de quête d'un espace vital. Gérard Miller a admis subconsciemment qu'il était en position défavorable, qu'il était contraint au retranchement. Alors il comble sa faiblesse par un placement des mains qui inscrit symboliquement le volume autour de lui. Inscrire symboliquement le volume autour de lui, c'est une façon de réinstaller l'autorité, au moins géographique, de son espace vital. À ce propos d'ailleurs, le psychologue américain Paul Ekman, qui s'est spécialisé dans le mensonge et la tromperie, a identifié toute une série d'indices qui trahissent donc le mensonge, la tromperie, la dissimulation, etc. Il a identifié une catégorie d'emphase gestuelle qu'il appelle les illustrants. Il dit qu'un menteur, pour appuyer son mensonge, pour lui donner plus de relief, d'épaisseur, de crédit, l'accompagne d'illustrants. C'est une emphase gestuelle. L'illustrant a une autre fonction. Il a une fonction chez le parleur directement, une fonction de compensation. Quand le parleur n'a pas confiance en ce qu'il dit, ou plus exactement quand il n'a pas confiance en la capacité qu'a son argumentaire de convaincre l'auditoire, il l'accompagne d'emphase. Pour les mêmes raisons, pour donner de l'épaisseur, du relief, donner l'impression qu'il vit tellement ce qu'il est en train de dire que ça ne peut pas être faux. L'illustrant, l'emphase gestuelle, c'est un indice de défaillance de la confiance. Je m'explique. Lorsque vous dites quelque chose qui est vrai, c'est la réalité, c'est la vérité, ou lorsque vous dites quelque chose en quoi vous avez entièrement confiance, dont vous ne doutez pas un seul instant, vous avez votre conscience pour vous. Donc vous ne vous sentez pas obligé d'en faire des tonnes. Par contre, à partir du moment où vous dites quelque chose de faux, ou à partir du moment où vous dites quelque chose dont vous savez très bien que ça ne convaincra pas votre interlocuteur, et encore moins l'auditoire, à ce moment-là, vous accompagnez ce que vous dites d'emphase. Pourquoi cette vidéo? Bien pour une raison majeure. Je pose la question aux gens de savoir si ils iraient confier le sort de leur véhicule en panne à un garagiste n'étant même pas capable de réparer sa propre voiture. Moi non. Moi je préfère confier ma voiture à quelqu'un dont je sais qu'il a les compétences pour la régler, la réparer et qui me le démontre en ayant lui-même une voiture fonctionnelle. Pour la psychanalyse, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil. J'aimerais savoir comment cet homme, Gérard Miller, qui prétend par son métier, par sa formation, par son expérience, par ses facultés, réparer la psyché des gens. Il reçoit des gens qui ont la tête en vrac et il prétend pouvoir tout remettre en ordre. On attend de quelqu'un qui a cette prétention-là qu'il ait un peu de recul sur la vie, un peu de recul, un peu de hauteur intellectuelle. Or, Miller, à chacune de ses prestations télévisées ou même radiophoniques, n'en finit plus d'aboyer, de rugir. Combien de fois, il suffit de taper son nom sur YouTube pour voir combien de fois il s'est pris le chou avec des gens. J'ai envie de demander comment cet homme, qui veut remettre les gens dans la sérénité, est incapable lui-même de se l'appliquer. C'est la question que je voulais soulever avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée.